Bien bonjour mes très chers nerds, c'est un véritable plaisir de vous revoir. Ça fait déjà plusieurs semaines que beaucoup d'entre nous attendent désespérément des nouvelles de DeepSeek V4. Et pour être honnête, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais de mon côté, j'ai quand même fait quelques recherches et il se pourrait que j'ai récupéré des leaks assez intéressants. Du coup mes très chers nerds, installez-vous confortablement, récupérez-vous une petite boisson, un petit snack, parce que des informations croustillantes, il y en a, et on va tout décortiquer. D'après certaines sources, DeepSeek V4 aurait atteint le million de tokens en termes de contexte. Et 1 million de tokens, c'est vrai que dit comme ça paraît énorme. Et pourtant, c'est pas forcément la taille qui compte. Mais est-ce que le modèle reste aussi intelligent quand on l'utilise? Parce que dans un transformer classique, plus on va augmenter le contexte, plus le coût de l'attention explose. Et plus le modèle a tendance à perdre le fil au milieu du texte. Il se souvient bien du début, bien de la fin, mais au niveau du centre, c'est plutôt flou. Du coup, injecter un monorepos entier, c'est facile, mais rester précis à 800 000 tokens, ça l'est pas forcément. Ce qui change ici, c'est l'ajout d'un système attention sparse dynamique appelé le DSA Lightning Indexer. Le mot paraît un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, je vous explique. Au lieu de traiter chaque token avec la même intensité, le modèle va faire un tri intelligent. Il identifie les éléments réellement importants et va réduire la tension sur le bruit. Concrètement, ça permet de diminuer fortement la charge de calcul tout en gardant les dépendances critiques actives. Le million de tokens n'est donc plus une surcharge brute, il devient hiérarchisé. Et le véritable gain, c'est pas plus de place, c'est la fin du tri forcé. Avant, avec 128 000 ou 200 000 tokens, tu étais obligé de couper. Tu donnais uniquement le hot path et tu espérais ne rien oublier. Maintenant, tu peux aussi garder les fichiers secondaires, les configs, les scripts obscurs, ce qui cause souvent les bugs silencieux en production. Et comme cette gestion de contexte est couplée à une séparation entre mémoire statique et raisonnement dynamique, le modèle ne gaspille pas sa puissance à mémoriser des faits de base. Il peut la concentrer sur la logique et les dépendances longues. Donc non, ce n'est pas juste une RAM plus grande, c'est une nouvelle façon d'organiser l'attention à très grande échelle. Parlons maintenant de Ngram. Ceux qui suivent la chaîne, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, parce que c'est probablement l'innovation la plus profonde de tout le modèle. Le problème des LLM classiques, c'est simple. Tout est compressé dans les poids. La connaissance du monde, les faits, les relations entre concepts, tout est encodé dans les paramètres du réseau. Donc quand le modèle réfléchit, il fait en réalité deux choses en même temps. Il essaie de se souvenir et il essaie de raisonner. Et ça, c'est pas vraiment efficace. C'est comme si ton cerveau utilisait la même zone pour stocker une encyclopédie et résoudre une équation complexe. Une partie de la capacité sert juste à reconstruire des informations statiques. Ngram va venir changer cette logique. L'idée est de séparer la mémoire statique du raisonnement dynamique. Concrètement, la mémoire factuelle sera externalisée, stockée en RAM ou même sur SSD ultra rapide, et accessible via un système de look-up quasi instantané. Le GPU, lui, ne s'occupe plus de mémoriser le monde. Il se concentre uniquement sur la logique, la planification, la compréhension structurelle. Et c'est une séparation presque biologique. Mémoire d'un côté, cognition de l'autre. Et du coup, ça change tout. D'abord, ça libère de la capacité active, et si le modèle n'a plus besoin d'utiliser une partie de ses paramètres pour rejouer en boucle des faits statiques, il peut donc se consacrer sur plus de puissance au raisonnement réel. Ensuite, ça va aussi améliorer la recherche longue distance. Dans un modèle classique, retrouver une information perdue au milieu d'un contexte énorme demande que le réseau reconstruise implicitement les relations. Mais avec une mémoire conditionnelle externe, l'accès devient direct. Sur le benchmark Needle in a Haystack, donc une aiguille dans une botte de foin, qui teste précisément la capacité à retrouver une information noyée dans un contexte gigantesque, les chiffres qui circulent parlent d'environ 97% de précision contre environ 84% pour des architectures standards. Si ces chiffres tiennent, cela signifie que la recherche dans des contextes massifs devient fiable et plus approximative. Et ça, concrètement, ça change la donne. Pour un développeur, ça veut dire moins d'oublis subtils dans un dépôt immense. Pour un chercheur, moins d'erreurs quand on injecte des centaines de pages de références. Pour un juriste ou un analyste, une clause enfouie au milieu d'un document de 400 pages ne disparaît plus dans le bruit. Mais il y a encore plus intéressant, Ngram ne fait pas que stocker. Il décide si l'information récupérée est pertinente ou non,
avant de l'injecter dans le flux du modèle. Donc on n'est pas face à une simple base de données externe, on est face à une mémoire conditionnelle intégrée au processus de génération. Si vous voulez aller plus en profondeur sur le sujet de Ngram, qui est d'ailleurs un sujet passionnant, je vous ai fait une vidéo complète que je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien dans la description. Parlons maintenant d'un autre sujet très important pour DeepSeek V4, ça va être la multimodalité native. La plupart des modèles multimodaux actuels sont des assemblages. Un encodeur vision d'un côté, un LLM texte de l'autre, une couche de projection au milieu. Ça fonctionne, mais c'est pas intégré à la base. L'image est d'abord transformée, compressée, traduite, puis injectée dans le modèle texte. Et il y a donc forcément de la latence, et il y a aussi de la perte. Ici, l'idée serait donc différente. DeepSeek V4 serait nativement multimodal. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu entends par nativement multimodal? Eh bien, ça veut dire que le texte, l'image, vidéo et audio sont intégrés dans un vocabulaire unifié dans les pré-entraînements. Pas une surcouche, pas un patch, une architecture pensée dès le départ pour mélanger les modalités. Et pour prouver l'efficacité de cette multimodalité native, on va maintenant aborder le sujet des SVG. Parce que dans les leaks autour de DeepSeek V4 Lite, plusieurs testeurs sous accord de confidentialité ont signalé une performance anormalement élevée en génération de SVG, bien supérieur au modèle précédent. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que générer du SVG propre, ce n'est pas juste écrire du code valide, c'est comprendre la géométrie, les coordonnées, les proportions, les relations spatiales entre objets. Et la plupart des LLM vont pouvoir générer des SVG. Moi, par exemple, si vous suivez ma chaîne, vous savez que régulièrement, je fais des tests de SVG sur les différents modèles que je teste. Mais c'est vrai que c'est très dur d'avoir des résultats qui sont concluants. La plupart du temps, ça part en cacahuète. Alors récemment, on a eu l'excellent Gemini 3.1 qui nous a fait effectivement des SVG qui étaient bien supérieurs à la moyenne. Et justement, je trouve que ça serait très intéressant de le comparer à DeepSeek V4 à sa sortie sur le test des SVG. Les leaks évoquent des scènes complexes générées entre 40 à 50 lignes propres, optimisées et denses. Et ça, c'est un véritable signal. Ça suggère que le modèle ne simule pas simplement une compréhension visuelle, il manipule réellement une représentation spatiale interne et cohérente. Et comme je vous l'ai dit, le SVG, c'est pas vraiment le sujet, on s'en fiche en soi, c'est juste un indicateur. Si un modèle génère du code vectoriel propre et compact, ça veut dire qu'il comprend la structure géométrique sous-jacente. Et si cette compréhension vient d'une multimodalité native intégrée dès les premiers entraînements, alors on serait face à une refonte complète de la manière dont le modèle perçoit et manipule l'information visuelle. Si t'en es jusque-là dans cette vidéo, c'est que je pense que le contenu t'intéresse. Alors n'hésite pas à t'abonner dès maintenant, moi ça m'aide énormément à développer la chaîne. Et toutes les semaines, je te fais gratuitement du contenu sur les news IA et je teste aussi plein d'outils différents. N'hésite pas aussi à activer la cloche, à commenter et à lâcher un like. Allez, je t'embête pas plus. Parlons maintenant d'un des sujets les plus hot du moment, le code. Le moment où un modèle d'IA commence à devenir réellement utile, c'est bien le code. Pas les petites fonctions propres qu'on écrit en 10 lignes, les véritables projets. Et d'après les leaks qui circulent, DeepSeek V4 serait avec un score au-dessus de 80% sur le SWE Bench Verified. Et ça, c'est pas anodin. Ce benchmark ne demande pas d'écrire une fonction à partir d'une consigne claire, il te balance dans un repos réel, avec un bug réel, et tu dois comprendre l'architecture, trouver la source du problème, proposer un patch et surtout faire passer tous les tests. Si le modèle dépasse réellement les 80%, ça veut dire qu'il ne se contente plus de générer du code plausible, il commence à raisonner en termes de structure. Qui dépend de quoi? Quelles hypothèses sont implicites? Quelles parties du code sont sensibles? Il ne va pas juste répondre à une instruction, il va naviguer dans un écosystème. Parce que dans la réalité du travail logiciel, le temps ne part pas dans l'écriture du correctif. Il part dans la compréhension, lire le code, remonter une chaîne d'appel, repérer les variables qui ont changé de sens il y a 3 commits, tester une hypothèse, se rendre compte que ce n'était pas ça, recommencer. Et si une IA peut accélérer cette phase-là, c'est là que le gain devient réel. Les estimations parlent d'environ 40% de gain sur le debugging. Et c'est pas forcément spectaculaire sur le papier, mais dans un cycle produit, ça change énormément les choses. Moins d'itérations inutiles, moins de patchs temporaires, moins de régression. Et surtout, ça se combine avec le reste. Un contexte très long permet de garder une vue globale du projet. Une mémoire externe permet de retrouver une information enfouie sans halluciner, donc le modèle ne travaille plus à l'aveugle. Il travaille avec une carte plus complète. Et si tout ça tient, on se retrouverait avec un outil capable d'intervenir dans des systèmes complets sans tout dérégler autour. Et là, ça devient très intéressant. On va donc mettre de côté l'aspect technique et on va s'intéresser à un autre sujet,
la géopolitique. Parce qu'il y a un détail qui m'a vraiment marqué, c'est cette information selon laquelle DeepSeek aurait refusé un accès anticipé à Nvidia et AMD pour l'optimisation Day One et aurait donné la priorité à des fabricants chinois comme Huawei. Et à première vue, ça peut sembler anecdotique. Mais en réalité, c'est tout sauf neutre. Dans l'IA moderne, la performance d'un modèle ne dépend plus seulement de son architecture, elle dépend énormément de son optimisation matérielle. Parce que vous l'aurez compris, dans l'IA moderne, la performance d'un modèle ne dépend plus seulement de son architecture, elle dépend énormément de son optimisation matérielle. Les kernels CUDA, les librairies bas niveau, la gestion de mémoire, la quantification, tout est profondément lié à la carte sur laquelle le modèle tourne. Être optimisé Day One pour Nvidia, ça veut dire profiter immédiatement de tout l'écosystème dominant. Driver, toolchain, framework, support cloud, etc. Et refuser cet accès anticipé, c'est donc accepter de ne pas jouer la carte du confort immédiat. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi faire un truc pareil? C'est comme si tu te tirais une balle dans le pied. Mais les Chinois savent pertinemment que celui qui contrôle l'optimisation contrôle aussi la dépendance. Si ton modèle est parfaitement optimisé pour Nvidia dès le départ, tu renforces encore plus la domination de Nvidia sur la chaîne complète, du silicium jusqu'à l'API. Tu deviens performant, mais tu es lié. En donnant la priorité à des fabricants chinois comme Huawei, DeepSeek envoie un signal différent. L'objectif n'est pas seulement d'avoir le modèle le plus rapide sur la stack américaine dominante, l'objectif est de construire une alternative viable de bout en bout. C'est donc une stratégie pour plusieurs raisons. D'abord géopolitique, pour les restrictions d'exportation sur les GPU avancés qui ont déjà montré à quel point la dépendance au matériel occidental peut devenir un point de fragilité. Et ensuite économique, parce que optimiser ton modèle pour une stack locale, matériel, driver, runtime, c'est renforcer ton propre écosystème. Et enfin, c'est aussi une stratégie à long terme. Si une stack non Nvidia devient réellement performante et viable à grande échelle, ça vient casser le monopole de l'Occident. Et j'imagine que vous vous en doutez, mais casser un monopole, c'est complètement changer les règles du jeu, au niveau des prix, de l'accès, mais aussi de l'innovation. En conclusion, mes très chers nerds, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, mais voilà ce qu'il faut retenir. Au final, si on met toutes les pièces ensemble, DeepSeek V4 ne va pas simplement se résumer à un modèle plus grand. Alors certes, il serait doté d'1 million de tokens réellement exploitables grâce à une attention hiérarchisée, mais aussi une mémoire externalisée avec Ngram, qui sépare enfin le stockage et le raisonnement. Une multimodalité pensée dès le départ, dite native, pas bricolée après coup. Et des performances en code qui, si elles sont confirmées, commencent à toucher au cœur du travail réel des développeurs. Et derrière tout ça, une stratégie matérielle qui montre que la bataille n'est plus seulement algorithmique, mais industrielle et géopolitique. Alors bien évidemment, comme tout leak, comme toute fuite, tout cela est à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, si tout cela s'avère être vrai, la sortie de DeepSeek V4 ne devrait pas passer inaperçue, loin de là. Et justement, d'après certaines informations, le modèle devrait sortir en mars. Voilà les nerds, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. On se retrouve très vite, je vous fais de gros bisous. Ciao!